Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un épisode spécial de Retour au stand. En effet, la saison 2022 s'est terminée au Grand Prix d'Abu Dhabi, mais Retour au stand n'est pas en reste et vous propose deux petits contenus pour poursuivre l'aventure en 2022. Alors avant de vous expliquer comment on va vous embêter encore avec la Formule 1, j'introduis mon acolyte, mon cher Clément Bigois. Clément, comment vas-tu? Ça fait 10 jours qu'on est sans Formule 1. Est-ce que tu survis à cela? Salut mon cher Quentin, bonjour à tous. Oui, ça va. On se dit que on vit avec les petites rumeurs, avec les tests de la semaine dernière, l'info du jour qui concerne un certain Mattia Binotto qui s'en va de Ferrari. Et puis le 5 mars va arriver assez vite. On ne parle pas des tests de fin février, mais là aussi, ça va arriver tranquillement. On va avoir une petite pause de Noël bien méritée. Et puis, on reprendra tout cela aux alentours, normalement, le lundi 6 mars, avec peut-être un mercato d'ici là de consultants. On verra tout cela. Mais place au débrief. Place au débrief. Alors, je vous explique un petit peu comment on va fonctionner. Ici, dans une première partie, on va tout simplement noter les pilotes pour leur saison 2022, donc les notes de retour au stand pour les 20 pilotes de la grille. Et puis, Avec professeur Quentin. avec Voilà, je vous professeur présente Quentin. professeur Quentin. Oh, toi, tu peux parler avec tes lunettes, là, ça va être très el professeur. Là. Pas de Et, souci. et puis, dans une deuxième partie, on se projettera avec quatre thèmes sur la saison 2023. Alors, mon cher Clément, on va procéder de la sorte. On va commencer dans l'ordre croissant du classement constructeur, c'est-à-dire qu'on va commencer par les deux pilotes de la moins bonne écurie Williams et on va terminer, bien sûr, avec les deux pilotes Red Bull. Alors, c'est parti. Finalement, on fait comme ce que fait la FIA, Ouais, la FOM, à savoir présenter la grille de la ouais. 10e ligne à la première ligne. Eh bien, on copie exactement la même chose. On va remonter la grille petit à petit pour parler C'est pas plus des uns mal. et des autres Ouais. avec des bonnes notes, des moins bonnes notes, des très bonnes notes. Qui est le mauvais élève, à qui on va devoir taper sur les doigts, qui on va devoir envoyer au conseil de discipline, parce qu'il y en a, je Ouais. vous l'annonce, il y en a qu'on va envoyer en conseil de discipline. Et puis, on a deux professeurs dont un est plus sévère que l'autre. On vous le dit avant de débuter. Allez, mon cher Clément, on démarre par Williams avec Alexander Albon et Nicolas Latifi. Quelles sont tes notes pour ces deux pilotes? Ouais, c'est difficile de commencer par ça parce que c'est l'écurie de bas de tableau qui aura marqué très peu de points. J'ai mis 3 sur 10. À Albon, j'ai hésité entre 3 et 4 parce que bon, son meilleur résultat, c'est une 9e place à Miami, en plus en partant de très loin, donc une belle remontée de sa part. Il y a une Q3 en Belgique. Aux côtés de cela, il y a eu une saison compliquée. Alors certes, on va dire que les 12, 13e places sont bonnes, mais ça ne rapporte pas de points. Et la saison, au final, plus que moyenne. Et une fin de saison très compliquée. Donc, j'ai mis 3 sur 10 à Albon. J'ai mis 2 sur 10 à Latifi. Certes, il marque ses premiers points au Japon, 9e. Il y a une Q3 aussi à Silverstone qui est assez folle, mais le reste de la saison est trop mauvais avec quand même beaucoup de déchets, beaucoup de fautes techniques de la part du pilote canadien. Alors, pour ma part, j'ai été moins sévère et pour débuter mes notes, il faut que vous sachiez que moi, je vais de 4 à 9. Je le précise juste avant de commencer. Et donc, Nicolas Latifi est la moins bonne note de mon tableau, forcément avec 4 sur 10. Comme tu l'as dit, il a marqué ses premiers points en Formule 1 pour probablement sa dernière saison en Formule 1, ce qui est fortement dommage. Il s'est hissé en Q3 à Silverstone et il avait signé le meilleur chrono d'une séance d'essai libre également. Mais il a encore fait parler de lui, voilà, pour malheureusement des choses moins bonnes, plus négatives à son encontre, pour des accidents, pour des têtes à queue. Et donc forcément, Nicolas Latifi quitte la Formule 1 avec, encore une fois, pas beaucoup de regrets pour les personnes qui regardent la discipline, parce que ce sport, parce que forcément, il dégage de la sympathie, mais c'est quelqu'un qui n'a pas forcément sa place dans la grille, et donc c'est pour ça qu'il mérite la moins bonne note
de notre tableau. Et puis Alexander Albon, je lui ai mis 6. Alors tu vas me dire, mais 6, c'est beaucoup pour un pilote Williams. Mais voilà, donc déjà, il a amené la plus grande partie des points de son écurie cette saison. C'est un pilote qui a gagné en maturité par rapport à sa dernière aventure en Formule 1 chez Red Bull. Et il y a eu une année de transition et j'ai trouvé son pilotage un peu plus mature. Lui-même est devenu un pilote avec un peu d'expérience. Et puis, il est capable de se battre dans un milieu de peloton entouré de voitures d'écuries différentes. Donc, c'est pour ça que je lui ai mis 6 avec un encouragement parce qu'il sait faire des choses et avec la voiture la plus dure et la voiture la moins performante du paddock, il sait faire des choses et il sait, même si il a engrangé peu de points, il sait quand même faire des choses et c'est pour ça que je lui ai mis 6. C'est plutôt un 6 encourageant. J'aurais pu mettre 5,5. Mais Alexander Albon, il dégage de la sympathie. En plus, il n'est pas méchant. Donc, c'est pour ça que j'ai mis 6. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu en penses de ma Bon justification? argumentaire. C'est un bon argumentaire, je valide. Il mérite peut-être plus un 4 qu'un 3 de mon côté. Place désormais AlphaTauri, on passe de la P10 Williams avec les 8 points et on monte à la 9e place du classement constructeur AlphaTauri et c'est 35 points avec Gasly et Tsunoda. Alors pour ma part, j'ai noté les deux pilotes AlphaTauri de la même manière. Je les ai notés 5,5 sur 10. Pourquoi? Alors pour Yuki Tsunoda, je trouve qu'il a légèrement évolué par rapport à 2021, notamment sur son attitude, mais il avait une voiture trop peu performante avec lui, donc il ne pouvait pas faire grand-chose. Il aura un très bon coéquipier l'année prochaine. Et ce sera peut-être un nouveau challenge pour lui, hein, pour encore mûrir, passer un cap. On ne sait pas. Mais en tout cas, Yuki Tsunoda, je ne l'ai pas, il ne m'a pas marqué en 2022 pour des choses et d'autres. Mais il a quand même su faire des efforts à la radio notamment et dans le travail, je pense. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis ce 5,5. Pierre Gasly, donc je le note de 5,5 également. Heureusement qu'il change d'écurie, Pierre, parce que voilà, il ne pouvait plus continuer avec une écurie qui lui offre une voiture trop peu performante, trop peu fiable. Et donc, voilà, je l'ai noté 5,5 parce qu'il s'est montré fautif à plusieurs fois dans l'année. Il était même sous le coup d'une suspension de Grand Prix, hein. Donc, c'est vraiment une saison à oublier, je pense, pour Pierre, qui était voilà, une saison très moyenne, voire faible, avec une voiture qui n'était pas capable de se battre. Donc voilà, moi 5,5 pour les deux pilotes AlphaTauri. Toi, Clément, comment tu as noté? Bah, de base, j'avais mis les mêmes notes que pour Williams, mais bon, on ne va pas comparer une équipe qui a mis 8 points, une autre qui en a mis 35, et notamment Pierre Gasly qui a fait un top 5, il ne faut pas l'oublier, à Bakou. Je vais remonter un petit peu la note, je vais mettre 4 pour Pierre Gasly et 3 pour Yuki Tsunoda. Quand on reprend la saison de Pierre Gasly, il y a 16 points en première partie de saison, il n'y en a plus que 7 en deuxième, avec beaucoup de zéros et de courses finalement où il est Fanny. Euh, oui, tu as parlé de cette suspension. Moi, je trouve qu'elle est peut-être sévère par rapport à d'autres pilotes. On parlera notamment de Lance Stroll qui aurait mérité d'avoir une course de suspension. Voilà, Pierre Gasly a enchaîné les petites boulettes, mais des boulettes qui s'accumulent finalement et qui font qu'il arrive à cette probable course de suspension qui aurait peut-être lieu en 2023. Je ne sais plus si les points sont remis à zéro, il me semble que non. Pour Yuki Tsunoda, 4 points Bahreïn, 6 points Imola, et puis plus rien. Début de saison où ça allait, où finalement la voiture était plutôt correcte, mais face à des voitures qui étaient faibles et pas fiables. Et dès qu'on a vu que le reste du plateau a augmenté le niveau, et ben ça c'est compliqué. Alors, il y a des bonnes courses, il y a des dépassements, il y a un peu plus de calme à la radio, comme tu l'as dit, mais pour moi, c'est insuffisant. On va passer à l'écurie As avec le duo Magnussen-Schumacher qui ne sera pas reconduit, hein. En tout cas, c'est un duo qui ne sera pas présent l'année prochaine puisque Nico Hülkenberg remplacera Mick Schumacher. Alors toi, Clément, comment as-tu noté les pilotes As? J'ai mis 6 sur 10 pour Kevin Magnussen, j'ai mis 3 sur 10 pour Nick Schumacher. Magnussen mérite vraiment une belle note, bien au-dessus de la moyenne. Il a fait une saison très solide. Il est d'entrée de jeu compétitif avec une bonne qualif à Bahreïn et une 5e place en course dès le premier Grand Prix.
Et puis, bien, il signe un exploit monumental au Brésil l'autre jour sur cette merveilleuse piste d'Interlagos avec une première pole position avant la course sprint, mais bon, dans des conditions un peu compliquées et une piste humide. Mais il l'a fait. Il a, je crois, utilisé sa voiture à 110%. Alors certes, elle a des hauts, des bas, mais il a utilisé le potentiel, le petit potentiel de cette voiture, là où il devait l'emmener, contrairement à Mick Schumacher. Il y a des petites places, il y a une 6e place en Autriche, mais franchement, la fin de saison a été très, très compliquée. Il n'a pas vraiment su se démarquer, et c'est vrai que c'est là-dessus que je le sanctionne, c'est que il n'a pas tiré la voiture vers le haut, il est resté, il a stagné tout au long de la saison. Bah, c'est ce qu'on lui a reproché. Hein. Gunther Steiner lui a reproché plusieurs fois. Pour commencer sur Schumacher, moi j'ai mis 5 sur 10, donc vraiment dans les dernières notes. Beaucoup de regrets parce que ce pilote, je pense qu'il a beaucoup de talent, mais qu'il n'a pas su l'exploiter. Il n'a pas su exploiter la voiture et il ne l'a pas amené vers le haut, comme tu l'as dit. Il a eu des petits coups voilà, et en Autriche notamment, où il s'est un peu montré, où il a fini dans les points, où il a marqué ses premiers points d'ailleurs. Ou bien non, c'est à Silverstone qu'il a marqué ses premiers points. Mais en tout cas, il y a eu un mois de juillet assez excitant pour lui avec ses premiers points en Formule 1. Et puis, voilà. En fait, le problème, c'est que Mick marche avec la pression, sous la pression. Et que en fait, dès qu'il est un peu dans une zone de confort, j'ai l'impression qu'il se laisse aller, ou en tout cas, il ne donne pas la pleine mesure de lui-même. Et c'est bien dommage. Et Mick Schumacher ne sera pas un pilote titulaire l'an prochain. Et je pense que c'est assez normal, entre guillemets, à la vue de ce qu'il a proposé cette saison. Donc 5 sur 10. Et pour Kevin Magnussen, j'ai mis 6,5 sur 10 parce que voilà, son retour en Formule 1 est un retour gagnant. 25 points. Un top 5 à Bahreïn, comme tu l'as dit, une pole position au Brésil, comme tu l'as souligné, un sang-froid, de l'expérience, c'est tout ce qu'on demande, et il nous a proposé aussi de belles batailles en course. Donc franchement, Kevin Magnussen, c'est le top, et As a beaucoup de chances de l'avoir, je pense, ce Kevin Magnussen. Alors on va Place à passer. Aston Martin. Place à Ouais. Aston Martin désormais, qui échoue finalement à la 7e place, à égalité avec Alfa Romeo grâce à la performance de Valtteri Bottas. Mais Aston Ouais. Martin est donc 7e Ouais. de ce classement constructeur. Alors, j'ai mis Alain Stroll 4 sur 10, donc soit la même note que Nicolas Latifi. Pour moi, ce sont les deux pires pilotes du paddock, mais pas pour les mêmes raisons, parce que Alain Stroll, lui, est un pilote dangereux. Encore une fois, cette saison, il a montré qu'il n'avait pas sa place en Formule 1, et que seul son père est garant de son baquet dans la discipline. Voilà, je retiens l'image des États-Unis avec cet accrochage avec Fernando Alonso. Je retiens ces zigzags à répétition dans les lignes droites, notamment en Australie en début de saison. Je retiens l'accrochage, enfin, il ne s'est pas accroché, mais la manœuvre dangereuse avec Sébastien Vettel au Brésil, Sébastien Vettel qui était son coéquipier. Donc voilà, on ne retient que du négatif sur Lance Stroll, et c'est pour ça que je lui ai mis 4 sur 10. Ce mec-là doit arrêter la Formule 1, mais malheureusement, son père est propriétaire d'une écurie, donc forcément, ça n'arrange pas les choses. Et puis pour Sébastien Vettel, j'ai mis 6,5 sur 10, donc soit la même note que Kevin Magnussen. Pourquoi? Parce que voilà, c'était sa dernière saison qui avait très mal commencé, puisqu'il était covidé au début pour les 3 premiers Grands Prix, il me semble. Et puis, le début de saison fut dur avec peu de points engrangés. Mais finalement, vers la fin de saison, Sébastien Vettel a montré pour ses derniers Grands Prix qu'il était un pilote malicieux, prêt à dénicher toutes les opportunités qu'il pouvait. Voilà, avec un pilote très intelligent. On se souvient aussi de la stratégie au Japon, où il avait mis les pneus slick, il me semble, ou intermédiaire, je ne sais plus, en premier. Donc voilà, il nous a régalé Sébastien Vettel sur la deuxième partie de saison pour sa dernière saison en Formule 1. Et toi, Clément? Alors, pour ce qui est de Lance Stroll, j'avais mis 3 sur 10, mais je lui mets un point de pénalité pour ses actes en course, et il mérite totalement le conseil de discipline puisqu'il a été dangereux, comme tu l'as dit. Ouais. Je n'apprécie pas sa conduite, je n'apprécie pas le laxisme de la FIA
à son encontre qui aurait dû clairement le sanctionner au moins une course de pénalité. Il termine 15e au classement constructeur, battu par Magnussen et Gasly, ce qui n'est pas forcément réjouissant. Il y a une 6e place à Singapour, mais c'est tout. Donc, c'était 3/10, ça se transforme en 2/10. C'est la pire note pour moi avec Latifi. Pour ce qui est de Sébastien Vettel, j'ai hésité entre 5/10 et 6/10. J'ai remonté un petit peu la note à 6/10. J'ai aimé sa rage de vaincre. Et malheureusement, il était dans une voiture trop irrégulière. Il fait quand même 2 6e places cette saison à Bakou et à Suzuka, ce qui lui permet de terminer à une brillante quand même 12e place au classement, juste à égalité avec Daniel Ricciardo. La 10e place était malheureusement trop compliquée à atteindre, mais voilà, il a montré encore qu'il en avait sous le capot, comme on aime dire. Il a été bon quand il fallait. Il a récupéré les petits points nécessaires et je pense que la place d'Aston Martin, certes, c'est 7e, mais l'écurie perd cette place au classement constructeur plus à cause de Lance Stroll et ses actes en course que Sébastien Vettel. 6e place au classement constructeur qui revient donc à Alfa Romeo avec son duo de pilotes inédit, Valtteri Bottas et Guan Yu Zhou. Je te laisse commencer les notes d'Alfa Romeo. 6/10 pour Valtteri Bottas. Il y a une statistique qui fait mal, 46 points dans les 9 premiers Grands Prix, 3 ensuite, ce qui montre quand même une saison avec trop peu de constance finalement, mais la voiture aussi a joué. C'est un peu le même système que d'autres voitures. La voiture a été très bonne au début, très rapide avec le moteur Ferrari. Ouais. Et dès que les autres voitures ont un peu haussé leur niveau, la voiture finalement a stagné malgré le travail de l'écurie et notamment de Frédéric Vasseur. Néanmoins, on a vu un Bottas parfait dans ce rôle de numéro 1 qui s'est battu en piste, qui a, je pense, tiré vers le haut Guan Yu Zhou. Guan Yu Zhou, je lui ai mis 4/10. Je vais m'expliquer. 6/10 pour sa première partie de saison qui était de qualité. Il était tout le temps aux alentours de la 11e, 12e place, mais pas loin de prendre des points. Il en prend malheureusement trop peu. Il n'en prend que 6. Et je lui mets 2/10 pour la deuxième partie de saison où il a finalement baissé de niveau au fil des Grands Prix. D'accord. Désormais, place à une écurie. Bon, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur Alfa Romeo. On a les mêmes notes pour Valtteri Bottas, 6/10, comme j'ai plus rien à rajouter. Et Guan Yu Zhou, j'ai mis 5,5, donc soit un peu plus que toi, parce que c'est une saison de rookie qui n'est pas ridicule, mais il est capable de mieux faire. Comme tu l'as dit, il se battait pour la 10e, 11e place en début de saison avec un moteur Ferrari qui fonctionnait à merveille, mais la deuxième partie de saison n'a pas été très salvatrice, et on retient aussi cet accident à Silverstone où il a échappé de peu à un terrible destin. Donc 5,5/10 pour Guan Yu Zhou. Place désormais une équipe un peu spéciale, c'est McLaren qui termine 5e au classement constructeur avec un pilote qu'on va bien noter et un autre qu'on va forcément moins bien noter. Alors, je commence par la bonne note. Lando Norris, 7/10. Donc, pour l'instant, c'est la meilleure note de mon tableau. Avec une voiture très mal née, Lando Norris a réussi à faire des petits miracles, et notamment un podium en Grand Prix d'Émilie-Romagne. Ça, on l'a peut-être oublié, mais Lando Norris est monté sur un podium cette saison. C'est vraiment incroyable à la vue de ce que McLaren a pu proposer cette saison. Ils finissent P5 au championnat constructeur avec un duel de pilotes inégal, 1 vs 2. Parce que oui, Lando Norris s'est battu tout seul face aux Alpines d'Alonso et Ocon cette saison, et c'est pour ça que je lui ai mis 7/10. J'ai augmenté la note parce qu'il s'est battu tout seul, parce qu'il a ramené les points précieux à lui tout seul, donc forcément il mérite une très bonne note. 2022 est une saison moins bonne que 2021 pour lui, parce que 2021 il avait pu se battre pour une victoire, notamment en Russie, mais voilà, il s'est battu du mieux qu'il le pouvait pour la P4 au championnat. Malheureusement, à un combat inégal, il n'a pas pu remplir cet objectif, et donc pour ça, je lui mets 7/10. Pour Daniel Ricciardo, c'est un peu plus compliqué.
Je ne l'ai pas mis à la hauteur de Stroll et Latifi, donc 4 sur 10, mais j'ai mis 5 sur 10. J'aurais pu même mettre 4,5 sur 10 parce que voilà, c'est la descente aux enfers d'un pilote, d'un très bon pilote. Mais voilà, c'est terrible ce qui arrive à Daniel Ricciardo. Il n'aura pas de baquet l'an prochain. Il sera pilote de réserve chez Red Bull. C'est une descente aux enfers incroyable. C'est une perte de niveau immense. C'est un gâchis. La voiture était certes mal née, mais on a vu que Lando Norris était capable de faire des choses. Et lui, Daniel Ricciardo, a perdu complètement le pied. Bon, il a accroché quelques points, il faut le noter, il a quand même accroché quelques points intéressants, mais on sait que Daniel Ricciardo est capable de faire beaucoup mieux. Son passé a montré qu'il était capable de grandes choses, mais finalement, cette saison, c'était celle de trop peut-être, et il en paye les conséquences. Donc j'imagine que ta note avoisine les 3, 4 ou 5 pour Daniel Ricciardo. Ouais, j'ai mis entre 2 et 3. Je vais peut-être Ah oui, mettre un plus 3 pour lui parce que je vais quand même pas le mettre au niveau de Latifi et de Stroll. Ça a été une longue saison de galère. Un seul top 5, c'était à Singapour, dans des conditions un peu particulières également. ouais. Mais je n'ai pas compris en fait sa saison. Je ne sais pas s'il n'a pas réussi à se mettre dans la nouvelle réglementation. Il a traversé finalement les Grands Prix de manière transparente, souvent en terminant 14, 15, 16. Donc, ça fait mal de voir un tel pilote à ce niveau-là. Alors après, il y a toujours ces soucis. Est-ce que la voiture numéro 1 de Lando Norris était je ne vais pas dire surboostée, mais avec un niveau supérieur, et la numéro 2 un peu moins bonne? J'en ai aucune idée. J'ai mis 6 sur 10 à Lando Norris. J'ai hésité avec un 7. Tu l'as dit, podium à Imola, je retiens aussi qu'il est ultra régulier entre la 5e et la 7e place. Souvent, on le voyait à ce niveau-là. On l'a répété tout au long de la saison. Il a su profiter des défaillances des uns et des autres. Normalement, on aurait dû le voir plutôt 8, 9. Mais quand il y avait des abandons, quand il y avait des erreurs en course, eh ben, lui était là. La voiture a répondu présent, alors que finalement, moi, je m'attendais à ce qu'elle finisse 8e ou 9e au classement constructeur. Mais c'est grâce à un grand Lando Norris. Il marque quand même 122 points. C'est pas rien sur 22 Grands Prix. Donc, allez, j'avais mis 6. Je pense qu'il mérite un petit 7 parce que, comme tu l'as très bien dit, il s'est battu tout seul face à Alpine. Et l'écurie de Zak Brown peut regretter de ne pas avoir eu deux pilotes au niveau dans cette saison, puisqu'ils ils auraient dû accrocher pour moi cette 4e place au classement constructeur face à une Alpine, une écurie Alpine qui a eu beaucoup de grands prix compliqués avec une voiture pas fiable du tout. Parfaite transition, hein, la P4 qui revient donc à Alpine, à l'écurie tricolore qui valide son objectif, qui a rempli tous les objectifs de la saison avec cette P4 et un duo de pilotes explosif, on pourrait dire. Alors, comment as-tu noté Esteban Ocon et Fernando Alonso? Ah, il y a eu du caractère hein. Cette saison chez Ah oui, Alpine, ça c'est le moins surtout en qu'on fin de puisse saison. dire. Surtout en fin de saison. Surtout en fin de saison, j'ai mis 6 sur 10 à Ocon. Je pense que c'est pour ça que j'ai peut-être j'ai peut-être remis un petit point à Lando Norris. 8e pilote au classement du championnat du monde. Il devance son coéquipier de 11 points. Moi, je retiens sa superbe course au Japon. Il finit 4e devant Lewis Hamilton. Il y a une belle P5 en qualif en Autriche et une 5e place en course. Au final, il y a peu d'abandon, même s'il a une voiture où il a dû se battre avec. Alonso a beaucoup plus abandonné que lui tout au long de la saison. On a vu quand même un Ocon combatif, travailleur, mais ça, on le sait, qui va vraiment être à l'usine tout l'hiver. Ça sera dans notre deuxième partie. Mais il mérite une bonne note. Voilà, entre 6 et 7, je lui ai mis 6 parce que il a malheureusement dû faire avec une voiture compliquée et des décisions aussi de l'écurie parfois qu'on pouvait regretter. Pour ce qui est d'Alonso, 9e pilote, il y a 3 5e places, je lui ai mis 5 sur 10, 3 5e places au compteur. J'avoue que je lui ai retiré un petit point pour son comportement en deuxième partie de saison. Je n'ai pas trop aimé ses piques. Je pense qu'elles n'étaient pas utiles.
Il y a aussi l'affaire de son transfert 2022-2023. Il avait promis des choses à Alpine. Il s'est finalement retourné et est parti chez Aston Martin. Ça ne s'est pas fait de très belle manière et je lui ai retiré un petit point pour cela. Ok, bah écoute, Ocon, j'ai mis 7 sur 10 au même rang que Lando Norris parce que voilà, pour les mêmes raisons, pour les mêmes arguments que tu as donnés, transcendant, travailleur, résistant face à Fernando Alonso, il a fait preuve de caractère. On sent voilà, qu'il a passé encore un cap, que c'est un pilote mature avec de l'expérience. Je retiens aussi cette quatrième place au Japon où il résiste à Lewis Hamilton. Très bon classement en Autriche, tu l'as rappelé, donc c'est une saison propre malgré le problème de fiabilité d'Alpine. Et pour Fernando Alonso, j'ai mis 6,5, mais j'aurais même pu mettre 6. Pour les mêmes raisons que toi, il m'a déçu au niveau de son comportement. Il a provoqué un bordel sans nom avec son transfert chez Aston Martin, hein, la fameuse Silly Season cet été. Voilà, il était capable de se battre avec les six premiers pilotes, mais on sentait que l'Alpine était quand même en deçà. Et comme tu l'as dit, les pics notamment envers Lewis Hamilton, était inutile pour moi. Donc, il n'a peut-être pas fait le bon choix en allant à Aston Martin, parce que c'est une écurie qu'on ne porte pas forcément dans notre cœur. Mais voilà, une saison un peu décevante de Fernando. Maintenant, on passe. On regrette quand même parce que Ouais, 92 et 81 points, je pense que les deux pilotes auraient mérité de passer la barre des 100 points. Ça n'a pas été le cas, ouais. malheureusement. Désormais, place au podium, place aux trois meilleurs top teams de cette saison, à commencer par Mercedes, dont la saison a été faite de très bas, puis de très haut. Bon, on ne parle plus de. Il va falloir peut-être transformer le mot montagne russe à Ouais, cause du conflit russo-ukrainien, mais montagne russe, c'est vraiment la saison, ouais. c'est vraiment le mot pour décrire cette saison de Mercedes. Alors, Lewis Hamilton, je lui ai mis 6,5 sur 10, donc à peu près comme Fernando Alonso, début de saison chaotique, avec une voiture mal née, un soupçon d'arrogance, de mauvaise foi de la part de Lewis Hamilton, et puis il s'est réveillé, il a livré une belle prestation, de belles prestations, pardon, au pluriel. En deuxième partie de saison, il a retrouvé le sourire, il a plus travaillé, pour des raisons dont on a parlé tout au long des podcasts des Briefs Grand Prix, avec un coéquipier qui lui a peut-être forcé la main également. Donc voilà, pas de victoire, pas de pole, c'est une saison blanche, c'est pour ça aussi que je lui mets que 6,5. C'est un petit séisme dans le monde de la Formule 1, hein. Ça fait 15 ans que Lewis était soit en pole, soit qu'il gagnait, quoi, avec notamment ses 7 titres de champion du monde. Donc voilà, une saison un peu décevante et je pense que Lewis Hamilton va revenir en 2023 encore plus travailleur et encore plus déterminé que jamais. Et puis pour l'instant, c'est la meilleure note de ce tableau, c'est George Russell qui j'ai mis 8,5 sur 10. Voilà, c'est la révélation, c'est Mister Consistency, c'est ses top 5 en début de saison, c'est cette série de top 5 incroyable. C'est sa première pole en Hongrie, sa première victoire au Brésil. C'est sa saison à George Russell pour sa première chez Mercedes en tant que titulaire chez Mercedes. Voilà, c'est incroyable ce qu'il a proposé. C'est vraiment la révélation. Il est travailleur, il est modeste. Voilà, il a toutes les qualités d'un futur grand champion. Et puis avec pour moi, hein, clairement, disons-le, avec Max Verstappen et Charles Leclerc, ce sont les trois pilotes, les trois visages de la Formule 1 désormais. C'est cette génération qui va porter le sport vers le haut. Et voilà, bravo, bravo George. J'imagine que toi, tu es dans le même état d'esprit. Alors, tu me disais très sévère, tu me parlais de professeur sévère. Tu as mis 8,5 sur 10 à George Oui. Russell. Et ben, je lui ai mis 9 et il est mon deuxième homme de la saison. 20 courses sur 22 dans les points. Ouais. Une première pole, une première victoire, des top 5 à foison. Malheureusement, la série s'arrête en Grande-Bretagne chez lui, à Silverstone, à cause de cet accident avec Guan Yu Zhou. Il a été phénoménal tout au long de la saison, rapide tout le temps, que ce soit en essai libre, en qualif, en course sprint, en course aussi. Très peu d'erreurs, voire pas d'erreurs, quelques-unes sur des toutes petites erreurs en fin de saison, mais pas grand-chose. Il a tiré son équipe vers le haut, il a tiré son coéquipier vers le haut pour ce qui est d'un rookie dans le baquet Mercedes, ça a été très fort, alors que pourtant, pour un Britannique aux côtés d'un multiple champion du monde dans une voiture allez, germano-anglaise, mais je pensais qu'il allait avoir de la pression
Lui, je pense qu'il la boit, mais hors des courses, il a été phénoménal. Moi, il me fait rêver, franchement, je vais le dire très clairement, plutôt que… Alors, on sait que j'ai plus une affection pour Ferrari, mais j'adore ce comportement de battant qu'il a. J'aimais ce qu'il faisait chez Williams. J'ai adoré ce qu'il a fait chez Mercedes. Et il mérite eh bien, tous les honneurs de cette saison et les compliments du monde de la F1. Pour Lewis Hamilton, je m'explique, j'ai mis 7 sur 10. Je lui ai mis 5 sur 10 pour sa première partie de saison. Je lui ai mis 9 pour sa deuxième partie de saison, ce qui fait 7. Si on calcule la moyenne, 5 plus 9, ça, on est bon. Voilà, non, mais il a une partie de saison très compliquée où on l'a vu s'énerver. Et il y a eu un petit déclic. Je sais plus de quel Grand Prix, mais il s'est un peu remis au travail. Il a fait preuve d'autocritique aussi. Et tiré par George Russell, ben, il a pu faire progresser cette Mercedes qui était très compliquée avec le marsouinage. On l'a vu souffrir en course, souffrir du dos notamment. Et puis, certes, comme tu le dis, il y a eu la saison blanche, que ce soit en pole ou en victoire, mais une deuxième partie de saison où il a enchaîné les grandes performances, les deuxièmes places, les podiums. Donc pour ça et pour le fait de s'être calmé, d'avoir retrouvé le sourire, il mérite quand même une bonne note. La moyenne, je pense, est justifiée par rapport à son coéquipier. Il faut souligner aussi que son coéquipier passe devant lui au classement pilote. Il y a 35 points d'écart. Et ça aussi, de la part de George Russell, c'est très fort de dominer Lewis Hamilton, même si c'était une nouvelle réglementation. Il a été très, très rarement battu lors de sa carrière. Fratelli d'Italia, on passe à Ferrari. Vas-y, je te laisse noter tes pilotes, tes poulains. J'ai été un peu sévère. J'ai mis 7 sur 10 à Charles Leclerc, j'ai mis 6 sur 10 à Sainz et j'ai mis 1 sur 10 à la stratégie Ferrari. Non, ça c'est mérité. Ça, c'était un petit bonus. Non, pour ce qui est de Charles Leclerc, 3 victoires en première partie de saison. On pensait la voiture partie vers des très, très hautes sphères. Et finalement, eh bien, la fiabilité a cassé la dynamique de cette équipe, que ce soit à Barcelone, à Bakou. On a vu l'équipe stressée, se refermer sur elle-même. Et Charles Leclerc, à un moment donné, je ne l'ai senti pas très, très bien. Pas proche d'abandonner, mais il n'était vraiment pas en confiance du tout dans cette voiture, qui était pourtant rapide, que ce soit en essai libre ou en qualification. Je l'ai toujours dit, c'était une voiture qu'on voyait vraiment impressionnante en qualif et très décevante en course et qui s'est mis à dégrader les pneus. Pour Charles Leclerc, bon, il y a 9 pole positions, ça confirme ce que je viens de dire, mais il y a des erreurs, notamment celle en France, qui coûtent très, très cher. Il est passé pas loin de ne pas être vice-champion du monde. Il n'y a que 3 petits points au final, mais je pense qu'il aurait dû devancer très largement Checo Pérez. 7 sur 10 pour lui. J'ai mis 6 sur 10 à Carlos Sainz. Il a été prolongé très tôt pour 2023 et 2024, je crois, au bout de 4 ou 5 Grands Prix. Alors certes, il y a un Grand Prix de Silverstone phénoménal, où là, il n'y a rien à lui reprocher. Une première pole, une première victoire, mais une partie de saison, une saison avec un manque de consistance. Si on doit reprendre les mots sur George Russell, Mr. Consistency, avec Carlos Sainz, il y a eu des hauts et des bas. Je l'ai trouvé rapide, mais pas tant que ça. J'espère que son hiver va lui être profitable et que la voiture va nettement progresser. Pour ce qui est de la stratégie Ferrari, il y a eu beaucoup trop de catastrophes et je pense que ça coûte sa place à Mattia Binotto, qui a démissionné ce mardi 29 novembre. J'espère voir Frédéric Vasseur en tant que team principal de Ferrari. C'est mon souhait. Alors pour ma part, Charles Leclerc, je lui ai mis 8 sur 10, donc en deçà de George Russell. Il a vécu une saison avec un ascenseur émotionnel où il était le mieux placé pour être champion du monde en première partie de saison, et puis finalement, il a été dépassé et dominé par Max Verstappen à cause de la stratégie Ferrari, à cause d'une voiture qui est devenue peu performante, et puis et à cause de ses erreurs, bien entendu.
mais il est vice-champion du monde et il mérite néanmoins son 8 sur 10. Carlos Sainz, je lui ai mis 7 sur 10. Pourquoi? Il débute de saison laborieux dans l'ombre de Leclerc, mais il a finalement remporté enfin, entre guillemets, son Grand Prix à Silverstone, où il a montré du caractère tout au long de la saison, Carlos Sainz, et il ne s'est pas laissé démonter parce que Charles Leclerc est d'office le numéro 1 de chez Ferrari, mais à chaque fois, il a quand même montré, c'est le sang espagnol ça, il a montré du caractère, et puis à chaque fois qu'il pensait que ce n'était pas la bonne stratégie, il le disait. Donc j'ai aimé, mais il peut mieux faire Carlos Sainz, et je pense qu'il est peut-être le dernier, il est le 6e des 6 en fait, je pense. Et j'espère qu'en 2023, il va passer ce cap et qu'il sera capable d'aller plus haut et de remporter plus de victoires. Voilà pour Ferrari. Donc, on a fait Mercedes, on a fait Ferrari, place à l'équipe qui a tout raflé cette saison, le titre pilote, le titre constructeur pour la première fois depuis de longues années. Red Bull est tout en haut de nos classements F1 2022. Effectivement. Alors, je vais commencer par la moins bonne note des deux pilotes chez Red Bull. Je vais commencer par Sergio Pérez, à qui j'ai mis 8 sur 10, qui est vraiment pas mal quand même, hein. Je l'ai mis à la même hauteur, j'ai mis la même note à Charles Leclerc, hein. Donc Charles Leclerc et Sergio Pérez, je leur ai mis 8 sur 10. Il a échoué de peu pour être vice-champion du monde. Je pense que même si Charles Leclerc l'a mérité, ce titre, Sergio Pérez le méritait également. Voilà, il a connu un mois de mai très important et très excitant avec cette victoire à Monaco. Il aurait pu également gagner en Espagne, mais la Red Bull a décidé de faire passer Max Verstappen devant. Et il était aussi très performant en Azerbaïdjan début juin. Donc voilà, et Sergio Pérez aurait pu gagner plus que 2 victoires. Il a été excellent, impérial à Singapour, hein, c'est le maître des rues, le maître des circuits urbains. Et d'ailleurs, on en reparlera, mais peut-être que Las Vegas lui conviendrait l'année prochaine. Il a été dans l'ombre de Max, encore une fois, mais ça, ce n'est pas étonnant. Et il y a eu cet épisode au Brésil où il a montré les crocs, où il a été déçu de l'attitude de Verstappen. Néanmoins, c'est une bonne saison de Checo. Je pense que je lui aurais mis plus s'il avait été vice-champion du monde, pardon. Mais voilà, il a été fidèle à lui-même, très bon défenseur. Il a joué le rôle de collectif. Voilà, il a été dans le mood collectif, dans le mode on travaille pour l'écurie et il travaille aussi pour Max. Max, à qui j'ai mis. Avant de faire Max, on va peut-être le faire tous les deux tout à l'heure. Ouais. Checo Pérez, moi je lui ai mis 7 sur 10. Okay. Spécialiste des tracés en ville, le grand spécialiste, Monaco, Singapour, Bakou, ouais. 2 victoires et une belle place. Ouais. Moi, ce que je n'ai pas aimé, c'est sa mauvaise passe entre l'Autriche et Monza. On a senti un moment qu'il n'était vraiment pas dedans. Il a eu un gros coup de moins bien, que ça soit dans la confiance, dans la voiture. Je ne sais pas à quel moment, justement, Red Bull a décidé d'upgrader un peu la voiture, mais il a eu du mal à suivre. Après, on sait toujours que c'est le problème de la voiture numéro 1 et de la voiture du numéro 2, qu'on teste des pièces qui ne vont pas en fonction des week-ends. Donc, il a peut-être subi cela. Moi, il y a un regret quand même pour l'instant, c'est pas le voir sacré à Mexico City devant son public alors qu'il a la voiture pour. Je comprends la course au record de Max Verstappen. J'espère que ça arrivera un jour parce que ce Grand Prix, ce week-end est complètement dingue en altitude à Mexico devant son public avec son papa en furie. Mais voilà, Checo Pérez aurait, je pense, mérité 8 sur 10 s'il avait été vice-champion du monde. Il ne l'est pas. Je reste sur ce 7 sur 10 avec ce mois finalement de juillet, août et un petit peu septembre où il a été en difficulté. Mais il a parfaitement joué son rôle de numéro 2 pour contenir les Ferrari, contenir les Mercedes. Il marque des gros points, il passe la barre des 300 points, c'est pas rien en termes de constance. Et désormais, on peut parler du maître incontesté de la saison, double champion du monde, Max Verstappen, le Hollandais volant. Le Hollandais volant, le Max Supermax, comme dirait la chanson. Je lui ai mis 9 sur 10. Voilà, même pas 10. Non, bah non. Oh là là. Rien n'est très parfait. Sévère, vous êtes sévère, monsieur Quentin, vous êtes très sévère. Rien n'est parfait, mon cher Clément. Même si la saison est
quasi parfaite, même parfaite, avec 15 victoires, le record de victoires en une saison, un double champion du monde, un deuxième titre mondial glané avec une assurance, avec une désinvolture, avec voilà, tout était maîtrisé chez Max. Il a mûri par rapport à son premier titre en 2021. Il était plus calme, il était plus voilà, il s'est apaisé un petit peu Max, et on l'a senti dans son pilotage, on l'a senti dans ses interviews. Et voilà, il mérite amplement son deuxième titre mondial. Il n'avait personne pour le battre, même si Charles Leclerc, en début de saison, on pouvait aller le titiller. Il est excellent, il ne laisse jamais rien à ses adversaires quand il peut tout prendre. Donc voilà, c'est un pilote, c'est le meilleur pilote de Formule 1 à ce jour. Et voilà, on espère que 2023 sera un peu plus, où il y aura un peu plus de challenger ou un peu plus de bataille avec Charles Leclerc, George Russell, Lewis Hamilton, Checo Pérez et puis Carlos Sainz, mettons tout le monde. Mais voilà, il mérite son deuxième titre. Il a été très, très, très fort. Et tu as dit tout à l'heure que George Russell buvait la pression. Lui, je ne sais pas ce qu'il fait, mais en tout cas, la pression n'existe pas pour Max Verstappen. Ouais, il l'expulse, la pression. Franchement, non, moi je lui ai mis 10 sur 10. Ah ouais. Il aurait pu péter un câble en début de saison Ouais. avec les abandons. On l'a vu s'énerver, se dire qu'est-ce qui se passe. Mais l'écurie Red Bull a su mettre fin et comprendre les soucis très rapides de la Red Bull, contrairement à Ferrari. Ouais. Et finalement, il s'est apaisé puisqu'il a vu que l'équipe a énormément travaillé. Lui, peut-être aussi, s'est remis à trouver les solutions. Voilà, 15 victoires en 22 courses, 17 podiums. Il a même des victoires en partant 10e en Hongrie, en partant 14e en Belgique. Il ne faut pas l'oublier, il a survolé les courses de manière terrible, ce qui a rendu parfois certaines courses monotones, un petit peu ennuyantes. Mais c'est comme ça, il a été au-dessus de tout le monde. Voilà, je ne vais pas me répéter, mais ces abandons à Bahreïn et en Australie auraient pu vraiment changer la donne à un moment donné, parce qu'on sait que quand on est champion du monde, on veut forcément l'être une deuxième, une troisième et une quatrième fois. Sa petite passe a été très temporaire, et après, il a été vraiment monstrueux. L'épisode du Brésil, on va pas, on peut forcément la mettre à son discrédit, puisque ça coûte peut-être et sûrement d'ailleurs la place de vice-champion du monde à Sergio Pérez, qui lui en voulait un petit peu, qui lui en veut forcément. Après, il y a de la politique fiction là-dessous. Mais voilà, 10 sur 10, c'est amplement mérité, parce que sa saison a été terrible de A à Z. Bien, Clément, c'est la fin de nos notes pour cette saison 2022. J'espère que nos débriefs vous ont plu, et puis on reviendra, hein, bien sûr, hein, pour les débriefs de Grand Prix dès mars 2023. Si vous n'êtes pas content des notes, mettez les vôtres. Mettez les vôtres en commentaire. Exactement. On accepte toute critique. Vos tops, vos flops de la saison, on prend tout. On prend tout, et comme ça, on débriefera notamment nous-mêmes. Allez, Clément, je te souhaite une bonne journée, et on se tient au courant pour la suite. Ciao.